Silence dans les coulisses pour l'audition du site de Robert Corneille. Vous avancez au centre de la scène, vous dites le début de la tirade du site et vous vous arrêtez quand retentit le bâton. Merci, au suivant. Ah, bonjour monsieur le metteur en scène, je ne vous avais pas vu. Je me présente, je m'appelle Edmond de Chardassier et je suis comédien professionnel. Mon curriculum m'a invité, j'ai fait 3 ans de conservatoire, 1 mois d'expression corporelle, 1 an pour m'en remettre, 2 ans de diction et 11 ans de chômage. J'y vais. Je me concentre et je me jette à l'eau. Nous partîmes 5 sens, mais par prompte renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant aux portes. Au suivant. Et 12 ans de chômage. Merci, monsieur. Ah, je vous avais pas vu, j'étais perdu. Alors, c'est ici les révisions pour le CID. Là, plus comme ça. Voilà, hop, voilà, cric-crac dans ma baraque. Bonsoir. Alors, moi peut-être vu dans Rififi et Patapon au pays des trous lulus. Et ma foi, je faisais un trou lulu, voilà, c'était d'un goût. D'ailleurs, on vous voit plus aux soirées, là, dites donc. Hein. Oui, bon, j'y vais. Mon épée, vous êtes prêts? Bon, allez, part. Alors nous partîmes 500 avec des épées, des poignards, des cure-dents, des choses qui piquent, qui font très mal. Et après on s'est battu, alors comme des chiffonniers, tic, pente et mort, 3, 4 vers 6, je vais en enfer. Et après, mais alors on s'est retrouvés au moins 3000, je vous raconte pas la partouze. Au suivant. Vous me prenez pas. Vous êtes bien le premier, hein. Ça alors, bravo. Enchanté. Je m'appelle Diablo. Je suis fils de comédien. Oui. Mon père a joué dans Othello et ma mère dans Nutella. Oui, c'est vrai, hein. Hein? Je commence. Nous partîmes 500 de la tribu de Ungolé et nous traversons la forêt. Infesté de crocodiles et de rhinocéros. Et nous avons pagaillé des semaines. Et ça faisait des mois. Et nous vîmes à 3000 à Ouagadougou. Et pour manger, il fallait chercher de la gazelle. Au suivant. Hein? Tu me prends pas? Moi je m'en fous, hein. J'ai déjà trouvé du travail. Petit collier, gris, marabouté. Petit collier, gris, marabouté. Coucou, moi je m'appelle Jennifer, j'ai 16 ans et demi et je vais être une star. Alors j'ai déjà pas mal d'expérience dans les castings, j'ai fait La Nouvelle Star, Danse avec les stars et puis Star Academy bien sûr. Mais avant ils étaient 500, aujourd'hui on est au moins 3000. Et puis j'ai entendu parler de cette audition, en plus on m'a dit que c'était sur Corneille, donc ça tombe bien, c'est mon chanteur préféré. Donc j'ai préparé une petite chorégraphie en son honneur. Donc Corneille, cette chanson est pour toi. 1, 2, 3, 4. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapam. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Palapapam. Combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Au suivant. Pas vrai. Bonjour, je suis tellement émue. Ça fait des années que j'avais envie de vous voir. Je suis tellement contente. Faut que je vous dise quelque chose. En fait, j'ai décidé d'être comédienne. C'est un peu grâce à vous parce que vous êtes mon modèle. Vous êtes comme le père que je n'ai jamais eu. Et alors être ici avec vous aujourd'hui, c'est juste le plus beau jour de ma vie. L'audition Oui. Alors avant, je vais quand même vous expliquer quelque chose parce que tout s'explique, hein. Et puis, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous êtes vachement tolérants. Donc voilà, en ce moment, je travaille dans un bar et puis ma collègue, Janine, elle s'est cassée la jambe. Donc, j'ai pas fini, mais bon, je comprends que vous soyez pressés. On peut peut-être faire l'audition par Skype, non? Je peux avoir un autographe au moins? Oh, où c'est qu'il est, le metteur en scène? Où c'est qu'il est? Metteur en scène!
Ah bonjour metteur en scène, je t'avais pas vu. Je me présente, je m'appelle David Cohen. Normalement je travaille dans le prêt-à-porter, mais là j'ai décidé de me lancer en théâtre. Je peux essayer? Allez, c'est parti. On est parti 500 de la rue du Sentier, je te jure, il y avait tout le monde. Il y avait Bénichou, il y avait Ben Simon, il y avait Benetton, il y avait même Bénévole, il y avait tout le monde. On s'est retrouvés, la tête de ma mère, je te dis la vérité. On était au moins 5000 dans rapport-export. Comment ça 3000? Bah les 4000. Attends, tu me prends pas, tu vas moi prendre mes vêtements. Tu vas chez Ben Simon de ma part, tu lui dis que tu me connais, il te fait directement 20% sur les jeans et les t-shirts. Bah allez, c'est quoi ça, allez. Il est ouf, lui. Bon, bonjour monsieur le metteur en scène, moi c'est Dylan, je viens de la Tessie d'Ateco là, puis on m'a dit il y a un petit endroit tranquille pour faire acteur là, pour aller faire des clips, tout ça là. Donc bon j'y vais. Bon j'étais avec un tepo là, on était à la Tessie là, en train de fumer des queues tranquille là, puis là on m'appelle, embrouille à Gare du Nord, on est parti, j'ai appelé tout le monde, on était 500 refrains, on allait à la Gare du Nord, ils étaient 3000, on les a éclatés, on les a découpés. Au suivant! Il y a embrouille ou quoi? Il y a embrouille, hey quoi? Oh! T'es ouf ou quoi? Tu me prends pas, mais je vais t'éclater la gueule! Eh non, mais me prends pas, elle est sur la tête de Wam! En tout cas, je t'éclate la tête! Toi aussi, je t'éclate la tête, le chinois là! Du pulco! J'ai fait de toi du pulco! Maître vénéré des salles obscures, je me présente, maître Libanchon. On est parti 500 sur un boat people et on est arrivé officiellement 30 000 dans le 13e arrondissement. Au suivant! Quoi? Tu me prends pas? T'as tort de me saquer. D'ici que tu montes ta putain de tête ici, c'est un restaurant vietnamien. Oh, un coup de bruit à l'odeur. Je sens que j'ai bien fait de venir. Bonjour, je me présente, Françoise Le Stylo. Après m'être dévouée corps et âme pendant de longues années au service de la nation, et remarquez, j'ai bien dit corps et âme, tel point que mon foie ne supporte plus le champagne. Après donc ces longues années, j'ai été mise à l'écart de la vie politique par un complot judéo-maçonnique. Cherchant une voie de reconversion et voyant la perte d'identité qui sévit dans le théâtre français depuis les débuts de l'âge démocratique, je me suis dit que j'avais trouvé le lieu idéal pour mettre à profit les qualités acquises durant ces longues et éprouvantes années. C'est ainsi que je me retrouve devant vous, et j'en suis fort aise, car ça m'a permis de découvrir cet auteur contemporain qui est Robert Corneille, moi qui suis restée à Claudel. Imaginez le choc de voir qu'un auteur contemporain de nos jours peut encore avoir une conscience éclairée. Oui. Ils partirent, 3000, de l'autre côté de la Méditerranée. Ils arrivèrent, 5000, à Lampedusa, se répandirent sur les côtes de notre douce France. Cher pays, semant la haine, le chaos, créant des crises économiques et volant les pains au chocolat de nos enfants. Au suivant! Comment? Vous me prenez pas? Eh bien, c'est que vous ne me méritez pas! Saltabanque dégénéré! Brechtien! Sale rouge! Islamiste! Messieurs, dames, bonjour, messieurs, dames, excusez pour la dérange, bonjour, s'il vous plaît, messieurs, dames, bonjour. On est parti! Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, espèce de facho là! Tu vas pas manger la tranche à pas traîner là! C'est quoi cette bourgeoise là? C'est qui a écrit ce texte de naze? Là, je sais pas qui c'est, mais le mec, il est grave. Moi, je vais te dire le texte que c'est un pote à moi qui l'a écrit. Et c'est du vécu. Ça s'appelle Ginette. Oh, t'en vas pas, Ginette, ou je t'éclate la tête. Mais je sais bien que c'est la vie qui est trop dure. Raclure. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Poufiasse. Alors, tu t'en vas? Et c'est moi qui écope? Salope. Allez, on fait la paix. Reviens, boudin. Au suivant! Oh, je savais que c'était pas un poète, hein. Oh là là, je savais que c'était pas un poète, là.
Fumier, j'ai encore rien dit. Bonjour, monsieur le metteur en scène, ce n'est pas moi qui passe l'audition, c'est mon camarade, il est sourd et muet, c'est possible? Oui, merci. C'est bon. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 10, 20, 30, 40, 50... Eh, c'est bon, il y en a 3000. En arrivant au cochon. Truie. En arrivant... Ah oui, au porc. En arrivant au porc. Au suivant. Merde, on n'est pas pris, on n'est pas vrai. Mais je t'avais dit que ça marchait jamais tes conneries, ça peut pas marcher, tu parais, c'est n'importe quoi, tu prends les gens pour des cons. Merde. Bonjour, monsieur le metteur en scène, je m'appelle Sabrina. Donc l'audition du site, c'est une occasion pour moi pour changer de métier. Je suis danseuse. Comédien, c'est pas mal. Je trouve que c'est valorisant par rapport à une danseuse. Enfin, voilà. Alors, nous partîmes 500. Nous vîmes à l'Arc du Triomphe 3000. Il y avait les automobilistes, ceux qui pestaient contre nous, ceux qui nous prenaient en photo avec leur smartphone. Il y avait aussi les touristes chinois, japonais, c'est pareil, hein, des jaunes. Donc ils nous mitraillaient avec les appareils photo. Il y avait aussi les manifestants du mariage contre tous ou pour tous, j'ai rien compris. Alors eux, ils étaient choqués. Bon, les plus courageux, ils nous regardaient un petit peu. Et les autres, ils les insultent, tout ça, parce qu'on avait les seins nus. Au suivant. Hop, stop. Pourquoi vous ne me prenez pas? À cause des seins? Vous voulez que je vous les montre mes seins? Vous voulez? Non, vous venez me voir au Lido, 200 € d'entrée. C'est complètement has-been le Lido. Je suis une vague. Oui, je me présente, Marie-Aude Bénédicte de Clermont-Tonnerre. J'ai commencé ma carrière de comédienne au cours Flo depuis... au cours Flo, vous devriez mieux le savoir que moi, le cours Florent, là où sont passés les plus grands, Karine Deneuve, Patrick Auteuil et peut-être même Robert Corneille. Enfin bref, j'y suis depuis maintenant 3 semaines et... oui, j'y vais. Samedi soir, on est parti 500 dans 250 taxis parisiens et avec les posts, les tweets, les invites, on a réuni tout le gratin de la scène française et on est arrivé 3000 au VIP Room pour la soirée spéciale Jean-Roch. Ambiance électro, champagne à gogo, gratuit pour les filles. Quand on est arrivé, Thierry dansait déjà nu sur le bord. Au suivant. Tout ça parce que vous n'étiez pas invité. Nous partîmes... Ah, pardon? Oui, je suis comédien, monsieur, de films d'horreur, d'épouvante, de science-fiction, enfin, j'ai été primé à Bordeaux l'année dernière, à Gérardmer, enfin bon... Oui, merci. Nous partîmes 3... Je suis étoile, suppôt de Satan, je vais... Au Oh suivant. mais putain, mais merde, ça marche jamais. Fais chier, c'est aussi merde. Il a pété un boulot, lui, oh. Il a pété un boulot, lui. Je peux pas dire. Bon, mais bonjour, monsieur le metteur en scène. Alors, nous, on vient de Marseille. Alors, si c'est pas trop vous demander, si on peut passer l'audition, on peut. Bon, très bien. Les copains, vous êtes là. Alors, on y va, ambiance. Un peu moins fort, les cigales. Un peu moins fort. Allez, ambiance. On est parti 500 copains à travers la garrigue. Oh, tu me dis de faire moins fort, moi je le fais moins fort, hein. Oui. Bon, on est parti 500 copains à travers la garrigue. Ça sentait bon le terre, là. Tu me dis de le faire moins fort. Moi, je le fais moins fort. Je te demande de le faire moins fort. Évidemment que tu le fais moins fort. Tu le fais moins fort. Bon. Alors, on est parti 500 copains à travers la garrigue. Ça sentait bon le terre à la main, le remarque. Fort, moi. Je le fais moins fort. Bon. Excusez-moi, monsieur le metteur en scène. Bon,
Écoute-moi, escarpe prune. Je t'explique. Je te demande de le faire moins fort. Toi, qu'est-ce que t'as d'autre à faire que de le faire moins fort? Tu le fais moins fort, t'as compris ça, oh? Quoi? J'ai une tête à pas comprendre? T'as une tête à... je sais pas moi, mais bon. Allez, on y va. Alors. Il me dit de faire moins fort. Moi, je le fais moins fort. Ça va, tu peux pas le dire aux pompiers là-bas non plus. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais, reviens? Ah ça va, pourquoi tu me demandes de dire aux pompiers? J'ai compris, je suis pas plus bête que le frangin là, eh. Ton frangin là-haut? Ah oui, avant, après les incendies. Moi je suis de la canne de bière et lui... moi, la canne de sucre. Bon, ben tu fais le grillon, il fait le grillé et on y va. Alors, ambiance. On est parti 500 à travers la garrigue, ça sentait bon le terre, la lavande, le romarin, et on entendait le pays qui nous disait reviens, reviens. Et nous on partait qui disait le pays disait reviens. Alors le pays disait reviens, moi je reviens. Alors le pays disait reviens, qui disait le pays. Et moi ça me rappelle la canne de bière, le pastis, l'apéro avec les copains. Ça y est, t'as tout dit? C'est bon, j'ai tout dit. Bon, alors, le pays il a rien dit du tout, et on se retrouve au vieux port, on était au moins 3000. Suivant. Quoi? Ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? On aurait dû le faire plus fort. Bien, on peut y aller? Quand vous voulez. Une fois de plus, un homme et une femme ont été victimes de la publicité mensongère et abusive d'une agence de voyage aventure. Leur témoignage est accablant. Aujourd'hui, ils osent parler. Comment ça a commencé, monsieur Merlando? Tout à fait simplement. Un jour, nous avons reçu une documentation très alléchante de l'agence Voyage Aventure et nous avons été séduits. Ça, je dois dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous promettait? Plusieurs formules intéressantes. Moi, j'avais un fait pour la traversée de la forêt amazonienne à vélo avec baignade piranha et lutte avec les réducteurs de tête. Mais ma femme, elle, préférait la formule tempête et danger, c'est-à-dire le Sahara Est-Ouest avec tempête de sable, panne de voiture et pillard. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, les Sud-Américains ne me donnent pas le frisson. Alors nous avons opté pour la formule désert, 8200 €, 15 jours, 2 personnes. D'accord. Et... 9 000 € avec le supplément maladie. le supplément maladie? Ah ouais, c'était pas une mauvaise idée ça. En plus des garanties peur, blessure, insolation, soif, etc., ils proposaient un supplément maladie qui permettait un petit détour par les zones infestées par la malaria et la fièvre jaune. Pour 800 € de plus, vous reconnaîtrez que c'était pas la peine de s'en priver, non? Donc 9 000 €, ce qui est tout de même une somme. Quand avez-vous sorti la supercherie pour la première fois? Tout de suite. Dès notre arrivée dans le petit bled de Tardouif. Ouais, il nous avait dit, première nuit dans un gourbier avec l'habitant et ses chèvres. En fait de gourbi, on s'est retrouvés dans une chambre avec double rideau, salle de bain. Et tenez-vous bien, eau chaude, baignoire et prise sèche-cheveux. Après 5 heures d'avion, je dois vous dire que ça met pas de bonne humeur, hein. C'est incroyable. Le lendemain, on part avec toute l'équipe. On roule, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et pas l'ombre, vous m'entendez bien, pas l'ombre d'une panne. Roger était dans un tel état d'énervement que j'ai fini par lui dire « Écoute, crève une durite de toi-même, sinon on n'en sortira pas !» Et vous l'avez fait? Bah, j'étais bien obligé, sinon on dépassait la zone des tempêtes de sable. Qu'entre parenthèses, on n'a jamais vu. Pas la queue d'une. C'est comme les scorpions, pas un seul pendant tout le voyage. Ah non, ça je m'en souviendrai. Vous vous rendez compte, hein, l'organisation? Et les pillards? On les a rencontrés le 11e jour, alors que par contrat nous devions être attaqués en fin de première semaine. Non, vous savez, quand on a 15 jours de vacances, c'est vraiment déprimant. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus la première derrière une dune. Oui. Je les évalue à une trentaine, un truc comme ça. Les Ushimi, une tribu du sud, très dangereux, mangeurs d'hommes probablement. Ah oui, moi j'étais verte de terreur, c'était délicieux. Enfin, les vraies vacances commençaient. Tard, mais commençaient. Pour qui décide de nous... Pour qui décide de nous... Pour qui nous pisse sans nous violenter, je décide de nous enterrer dans le sable. Tactique Laurence d'Arabie, tu vois. On avait du sable dans les yeux, dans la bouche. J'étais à moitié morte. Oh, c'était formidable. Eh ben vous n'allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes, ils ont foncé sur nous, ils nous ont déterrés, ils nous ont dit « Papa, vous sauvez !»
Et ils nous ont offert du thé. J'invente rien, hein. Viens la même tu m'as fait un baisement. Faut quand même pas te foutre du monde. Calme-toi, chérie, c'est fini. Et le supplément maladie? Foutaise. On est revenu avec 2 kilos de plus chacun. T'es bronzé. Heureusement ma femme s'est cassé la jambe au retour à Orly, sinon on aurait l'air de quoi? Témoignage accablant qui aidera, je l'espère, nos amis à regarder la publicité des agences Voyage Aventure 2 fois avant de la croire. Monsieur et Madame Merlando, pour les prochaines, toujours l'aventure? Bien sûr, sinon c'est pas des vacances. Nous avons reçu une documentation d'une agence de voyage qui a l'air très sérieuse. C'est-à-dire? On prend l'avion lundi matin à Roissy à 8h et 5 heures après on nous fait sauter sur le front syrien. Ça a pas l'air mal. Hein. Vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Ah ben ça on peut jamais être certain de rien. Mais ils ont rajouté une clause qui nous a beaucoup rassurés. Laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Jean, Oui, ma chère. Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il a à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, un point c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Jean? Je l'ignore, Luciane, comment on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée? Non. Comme une voiture mal placée, ça vous va? Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, devant une porte cochère par exemple. Mais un panari, voyons, c'est impossible. C'est nouveau ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire croire que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Ça c'est la meilleure. Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Enfin, Luciane, vous balancez tout de go entre l'asperge et la poire. Une histoire de panari à dormir debout. J'aurais que je reste morne. Enfin, c'est mal le connaître. Jean, le panari est-il oui ou non toujours placé sur le doigt près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Mais où voulez-vous qu'il soit, le panari? Où? Sur le mollet, dans les cheveux, sous la loge. Luciane, si vous plaît, tu vas m'emmerder. Votre histoire de panari, je vous préviens. Moi, je vous plante ici que je vais prendre une cuite avec Virdieu Mondricourt. Il vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous ne vous en lassez pas. Ah non, parce que son testicule, lui, est mal placé, c'est quand même plus humain que votre panari, qui est soi-disant jamais. Le testicule de Virdieu Mondricourt était mal placé. C'est nouveau, ça. Non, c'est de la naissance de Virdieu Mondricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Bah là. Où là? Là, où de l'index. Vous plaisantez? Ah non, Luciane, non. Ah non, mais vous en jamais quelque chose là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la vérité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. C'était un panari. Non, la Luciane, je ne vous permets pas. Jean, au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Ah, Luciane, vous achetez l'armée française. Ah non, Jean, non. Ça, je vous ne le permets pas. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Oh, mais je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai épousé parce que vous avez son menton. Eh bien, j'avoue, il était honnête, Jean, mon père aurait ri. Je dis bien ri, et pourtant, vous saviez à quel point il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane, et vous conviendrez, j'en suis sûr, que je n'ai pu continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean, comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Oh, je vous souhaite un agréable dessert, ma chère. J'ai honte de vous avoir épousé. Oh, vous êtes un lâche, Jean, un lâche. C'est ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari. Je le sais, ils me quittent tous pour la même raison. Mais je ne peux pas m'en empêcher.
J'adore parler des panneries. Bonjour, Madame Swinch. Bonjour Félix. Le chef a préparé, pour commencer, une caille farcie aux érelles sur un coulis de morille. J'adore ça. La voici, madame. Mais elle a l'air succulente. Prête, madame? Prête. Où se trouve la caille, Madame Swinch? Là. Perdue. Elle est là, J'aurais madame. pourtant juré. Vous l'avez échappée belle, elle était très grosse. Vous voulez la carte des desserts? Je vais la tenter. Je vous écoute, madame. Le 8 de carreau. Désolé, j'ai la dame de cœur. Je vous fais votre café au 421? Oh, c'est pas la peine, je tire rien aujourd'hui. Parfait. Alors, pas de caille, moins 1200 calories. Pas de dessert, moins 800 calories. Pas de café, moins 200 calories. Ce qui fait moins de 1200 calories. Félicitations, Madame Switch. Vous venez de perdre à peu près 1,3 kg. Et le dîner de ce soir? Soufflé grand veneur, turbo vénitien et une délicieuse tarte aux cerises. Je vous ferai le tout à la passe anglaise. À la passe anglaise? Mais j'y joue comme un pied. Non, le dîner de ce soir. On peut pas le faire au poker? Vous m'avez sorti déjà 2 carrés d'agneau hier soir, c'est beaucoup. C'est vrai, je me suis faite. Et je ne parle pas du goûter d'hier que madame a voulu jouer au bridge. Résultat, madame a pris 3 plis. Que madame ne se désole pas. Elle a tout de même droit à son yaourt bilboquet. Oui, enfin, hier, c'est surtout mon veston qui a mangé le yaourt. Mais maladroite parce que trop grosse, Madame Swinch. Vous avez raison. À ce soir, Madame Swinch. Vu. Inutile d'essayer de tricher au jambon beurre avec moi. Allez-y, je mérite une tarte. Ici et qu'on ne réplique pas avant qu'on ne détache de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense sauf correction qu'il a le diable au corps. Tu veux me tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien toi, Brodard, à me demander des raisons. Sors vite avant que je t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont le jeu maudit à cesse de voir ce que je possède et fuir de tous côtés pour voir s'il n'a rien à voler.
Comment diantre voulez-vous qu'on passe pour vous voler? Êtes-vous homme volable quand vous enfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je vais renfermer ce comme bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas un des mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu pas homme? Allez faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, Coco! Je ne dis pas cela. J'enrage. J'enrage. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas si c'est pour vous la même chose? Tu fais le raisonneur? Je te barre de ce raisonneur aussi. Sors d'ici. Eh bien. Je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Viens ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces grands hauts de sauce sont propres à devenir les receleurs de sauce contre de robe. Et je voudrais qu'on en fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je ne vous ai rien volé. Ce que je vais faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? Ce que je dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Ah, je dis la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Hey, de qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais qu'est-ce que tu en penses par là? Mais de quoi vous mettez-vous en peine? Me m'empêche de ce qu'il faut. Est-ce que vous pensez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois et je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon béret. Et moi je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de me dire les avaricieux? Non mais je t'empêcherai de chercher et d'être enfant. Tais-toi. Je ne nomme Je personne. te roserai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairais-tu? Oui, malgré moi. Ah ah. Tenez. Voilà, encore une poche, encore une autre. Voilà. Êtes-vous satisfait? Ah. Rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Ça que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assure-moi. Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je t'ai aimé sous ta conscience en moi. Voilà un pandard de vallée qui m'accommode fort. Et je ne me plais point de voir ce chien boiteux-là. Bonjour. Ah, vous êtes le livreur du marchand d'oiseaux? Ah, vous êtes chez vous? Je vous attends depuis si longtemps. Je croyais déjà que vous ne viendrez plus. Eh bien, voici la cage avec canari. Et voici la facture. C'est bien. Mais où le petit oiseau? Bah, il doit être dedans. Comment ça dedans? Mais il n'y en a pas dedans. Bah, cette excuse ne nous apporterait tout de même pas une cage vide. Mais regardez vous-même. Ah, inutile de regarder dedans. Nous sommes tout de même un magasin sérieux. Que croyez-vous que penseraient nos clients si nous leur portions une cage vide et en plus sans oiseau? Nos clients sont bien servis, rien ne manque. Comment ça, rien ne manque? Il manque bien quelque chose. Il manque l'oiseau. Alors il aurait fallu qu'il m'échappe pendant le transport, que la cage ait été ouverte. Mais qu'est-ce que vous dites là? La cage n'est pas ouverte, elle est fermée. Elle est fermée? Évidemment. Alors il est nécessairement dedans. Mais il n'est pas dedans. Bah, madame, quand une cage est fermée, aucun oiseau ne peut en sortir. Mais dans le cas présent, il faut tout de même qu'il soit sorti, sinon il serait dedans. Il est nécessairement dedans, il n'y a pas de doute possible. Ah, tenez, j'ai des dons à sur la facture, voir s'il est sur la facture. Mais oui, il est dedans. Cage avec oiseau, 130 € en plus. Ah bah alors vous voyez, croyez-vous que mon patron ferait une facture cage avec oiseau, 130 € et qu'à la place d'une cage avec oiseau, il apporte une cage vide? La cage vide vous sert à rien, et l'oiseau seul ne vous sert à rien non plus, ça va ensemble, comme une soupe sans sel. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien je dois encaisser la facture, en tout 130 €. Comment ça en tout? Ah bien la cage et l'oiseau. Mais vous m'avez pas livré l'oiseau. Je ne vais tout de même pas payer en entier ce que je n'ai pas reçu en entier. Ah bah alors dans ce cas... vous avez brouillé le... Ah bah j'en prends tout. Comment ça tout? Vous ne pouvez emporter que la cage. L'oiseau n'était pas dedans. Madame, l'oiseau est nécessairement dedans. Comment ça dedans? Mais il n'est pas dedans.
Ça m'est égal. Moi, ce qui est marqué sur la facture, c'est cage avec oiseau, 130 €. Il faut quand même que vous m'apportiez une cage avec oiseau. Ah non, pas dans le cas présent. Je n'aurai plus que l'oiseau à vous apporter. Comment ça que l'oiseau? Mais j'ai besoin aussi d'une cage. Bah, quoi, une cage, vous en avez déjà une? Vous allez tout de même pas prétendre que la cage aussi s'est échappée. Qu'est-ce que vous me dites là? La cage est bien belle, la cage est bien là. Mais là, il faut juste me livrer l'oiseau qui va avec. Non, nous livrons toujours ensemble. Cage avec oiseau. Ah bon? Mais à moi, vous m'avez livré une cage sans oiseau. Eh bah, pourtant, ce qui est marqué sur la facture, c'est cage avec oiseau. Regardez. Cage avec oiseau. Écoutez, je suis pas forcée d'écouter vos âneries tout de même, hein, ok? Ah, voilà qu'elle apporte nez. Je peux pas vraiment lui en vouloir, effectivement, à cette femme, car c'est vrai, il y a bien oiseau dedans. Et pourtant, c'est bel et bien marqué sur la facture, cage avec oiseau. Bonjour monsieur le pharmacien. Bonjour madame, vous désirez? Bien, c'est difficile à dire. Ah, sûrement moi l'attends. Non, j'ai oublié. Bon, alors, vous avez une ordonnance? Non, Qu'est-ce que vous avez alors? bah c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que j'ai Non, pas. je veux dire, vous êtes malade? Bah d'où vient cette idée? Est-ce que j'ai l'air malade? Je veux dire, le médicament est-il pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Non, c'est pour mon enfant. Ah, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Bah l'enfant, c'est sa mère qui n'a pas. L'enfant n'a pas de mère? Si, mais c'est pas la vraie. L'enfant a une belle-mère. Oui, elle est belle, mais c'est pas la vraie mère, et donc c'est pour ça qu'il aurait pris froid. Il tousse cet enfant? Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs? Possible, mais c'est compliqué, l'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. Sa belle-mère et moi sommes la plus grande peine. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu me dis bien gentiment où est-ce que ça te fait mal, plus tard tu auras une belle moto. Et alors? Rien. Il Quel est âge complètement borné. Quel âge a-t-il cet enfant? 6 mois. Voyons, à 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler. Ça non, mais il pourrait au moins montrer où il a des douleurs. Si un enfant s'est crié comme ça, il devrait être capable de montrer le foyer de la maladie pour qu'on le sache. Peut-être a-t-il toujours le doigt dans sa bouche, cet enfant. Ouais, exact, ouais. Il est donc sur le point d'avoir ses premières dents. Ouais, les avoir de qui? De la nature. De la nature, mais alors il n'a pas besoin de crier. Quand on va recevoir quelque chose, on ne crie pas, on se réjouit. Non, l'enfant est malade et ma femme m'a dit, va à la pharmacie et rapporte... De la camomille. Non, c'est pas quelque chose qui se boit. Non. Peut-être a-t-il des vers, cet enfant. Bah on les verrait, hein. Je veux dire à l'intérieur. On n'a pas encore regardé. Bon. Ma chère madame, c'est un cas difficile pour un pharmacien quand le client ne sait pas ce qu'il veut. Oui, mais vous inquiétez pas. Ma femme m'a dit, si tu ne te souviens pas du nom, donne le bonjour de l'enfant. Non, c'est de ma femme. Enfin bref, l'enfant n'arrive pas à dormir, il est complètement agité. Agité, mais alors prenez un calmant. Le mieux peut-être isopropyl phénylbarbituracide, phényldiméthyl diméthyl, l'aminophyrazolon. Pardon? Isopropyl phénylbarbituracide, phényldiméthyl diméthyl, pyrazolon. Comment ça s'appelle? Isopropyl phénylbarbituracide acide, phényldiméthyl diméthyl, aminoacide, pyrazolon. C'est ça, c'est bien ça. Si simple et pourtant on n'arrive jamais à s'en souvenir. Madame, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque? Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage? C'est insensé. Je ne veux pas faire d'esclandre. Mais enfin, vous connaissez tout de même qu'une boule de pétanque vous a ministre à l'oseille. C'est un peu beaucoup, non? Elle est petite, remarquez. Mais enfin, c'est vrai, c'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde si elle a le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque, c'est vrai que ce n'est pas très agréable dans son assiette. Mais enfin, ce n'est pas très dangereux, on la voit. Mon Dieu! Quoi? Si je l'avais avalé! Le cochonnet? Oui! Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer. Appelez-moi le directeur, c'est un scandale, et patati et patata. Pour une malheureuse boule de pétanque dans votre veloute d'oseille. Non, vous n'en auriez pas la force, vous seriez faible. Ah? Voilà oui, ça épuise un cochonnet, on est groggy. Vous auriez mangé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon, vous me rassurez. C'est pour ça. Je trouve toute cette histoire un peu exagérée.
Ouais, pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière. C'est vrai, pas l'ombre d'une boule de pétanque dans votre soupière. De cochonnet dans votre soupière. Vous êtes en pleine forme et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. C'est exact. Vous savez, faire toute une histoire pour ça. Par moments, je me dis que certains clients perdent le sens de la réalité. Je vous demande de m'excuser. Je me suis laissée emporter. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices. Et je me crois tout permis. Je suis infernale. J'ai honte. Bien, Raymond, voulez-vous changer le potage de madame? Non. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à madame? Remettez-la moi. La boule? Oui. S'il vous plaît. Merci. Et pardon. C'est oublié, madame. Quel métier. J'arrive. Merde. J'arrive, excusez-moi, j'arrive. J'arrive. Mesdames, messieurs... Comment? Ah, le micro, c'est là. Ah, c'est l'habitude, j'arrive. Mesdames, messieurs, après un déjeuner de travail extrêmement positif avec les ministres de l'Agriculture des 9, comment? Des 15, attendez, et avec Roberto, Hans, Karsten et Bill, de ça fait 4, hein. John, Livio, Ronnie, ça fait... Otto et les 2 roues, et puis l'autre, le turc, là, avec sa gueule de... Et puis moi, ça fait 15, mais vous avez raison. Donc, après un déjeuner de travail extrêmement positif avec les ministres de l'Agriculture des 15, déjeuner de travail qui a duré 5 heures et demie, et ben je puis vous affirmer ce soir, messieurs, dames, que tous les problèmes agricoles de l'Europe, aussi bien alimentaires que vinicoles, ou encore ceux du vin, sans oublier les liqueurs et de ce que l'on nomme à tort le pinard, ont été largement abordés durant ce déjeuner de travail. Hein. Et je puis vous affirmer ce soir sans trop m'avancer que... Excusez-moi, vous auriez pas une chaise parce que je préférais parler assis là. Non, ça fait rien, je vais m'asseoir sur la marche. Donc, je puis vous affirmer ce soir sans trop m'avancer, messieurs dames, que l'Europe agricole, que certains disaient agonisante, voire morte, est pas la repartie comme en 40 l'Europe, hein? Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, oui. Parlez doucement et articulez bien. Le problème des laitages hollandais, ah oui, il a été abordé. Hein. Et pour bien montrer à monsieur Van Houtenbeck que la France résisterait à l'invasion de la mimolette, et ben moi j'ai appris 4 fois du camembert devant lui, hein, en le mâchant avec du beurre breton. Et ça nous a pas impressionné que monsieur Van Houtenbeck, pour se venger, ait décidé de boire 2 bouteilles de schnapps avec le ministre danois en refusant notre Bourgogne, car la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et moi-même, nous avons immédiatement répliqué en vidant 9 bouteilles de pommard, rétablissant immédiatement l'équilibre vital au sein de la communauté. Comment? Le problème de la pêche pour les langoustines. Bon, ça, je peux pas vous dire, on n'avait pas au menu. Comment? Le problème de la viande. Il n'y a aucun problème de viande dans le marché commun. Quand on mange avec appétit et un bon Côte-du-Rhône, qui peut me dire la différence qu'il y a entre un bœuf anglais, une vache allemande et un porc italien? Qui? Eh ben je vais vous le dire moi, c'est ceux qui veulent casser l'Europe en jouant la carte de la différence. Et ministre et moi-même, nous venons de déguster plusieurs viandes, et pas un d'entre nous. Et je vous rappelle que nous sommes des ministres spécialistes, personne n'a pu dire ni de quel pays ni de quel animal elle provenait. Et pourquoi? Parce que nous sommes de vrais Européens qui voulaient une Europe égale pour tous.
même pour les animaux. D'ailleurs, il y a une très bonne proposition du délégué luxembourgeois. Il s'est tellement régalé avec le curry d'agneau qu'il a demandé à ce que l'un entre dans le marché commun. On m'a tous dit ok. Bon, mesdames, messieurs, c'est pas tout, mais en fait, il est bientôt 8h30. Et moi, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que j'aille révéler mes collègues. Parce que dans 15 minutes, on a un dîner de travail très important. Il faut qu'on traite du grave problème du coupage des vins suisses, français et italiens. Et on y passera le temps qu'il faudra, hein. Mais on y arrivera, à y voir clair. Ah ouais, je sais que la Suisse, c'est pas dans le marché commun, mais bon, on préfère être prévoyant parce qu'on sait jamais si un jour elle ment, autrement on sera bien avancé, quoi. Merde! Écoute-moi, je te le dis très simplement et très tranquillement, j'ai peur. Peur? Oui, j'ai peur pour la culture, j'ai peur pour l'art, j'ai peur pour la communication entre les hommes. J'ai peur pour la planète, j'ai peur pour nos enfants, mais surtout j'ai peur pour nous, Thérèse. C'est juste une exposition, Hervé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat c'est que tu es bouleversé par 350 photos de bites. Hervé. Si, 350 côte à côte. Ce ne c'est pas moi qui les ai comptés, c'était numéroté. Alors moi aussi, figure-toi, je suis bouleversé de te voir bouleversé par 350 photos de bites. Hervé. Non, Thérèse, je sais ce que tu vas me dire. Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est que ce sont à travers toi les 350 photos de bites qui m'atteignent et donc l'exposition est forte. Hervé, le travail de Diane n'est pas... Attends, Thérèse, tu es mon épouse, tu es la mère de Lily, de Kevin, de Maxime. Alors si tu permets... Et de Lucien. Et de Lucien. J'aimerais que tu ne l'oublies pas, comme d'habitude. Non, mais Lucien, il n'est pas de moi. Alors si tu vas bien, on va pas commencer à parler des autres avec qui tu as eu... Non, Thérèse, pas après cette exposition. Oh, bon, ça suffit. Où tu vas, Thérèse? Tu vas acheter le catalogue? Tu vas acheter le catalogue ou tu vas pas acheter le catalogue? Bonsoir. Dans la série du savoir, nous allons parler aujourd'hui du poireau. Le poireau, du latin porum, se présente sous la forme d'une tige, dont la longueur est variable selon l'âge du sujet. Nous considérons dans cet exposé le cas du poireau adulte. Il se distingue par un bulbe oblong, garni de poils abondants à l'une de ses extrémités, d'une saveur fade et d'une odeur âcre. L'origine du poireau est très ancienne. C'est notre ancêtre Adam qui l'introduisit le premier, dans les Bouches du Rhône, comme le prétendent certains. Dès le début, le poireau fut introduit dans le corps enseignant. Henri IV voulut mettre le poireau dans le pot. Bien que cet usage ne soit pas entré dans les mœurs, il reste encore perpétré actuellement. La culture du poireau, florissante jusqu'à nos jours, a eu de nombreuses maisons spécialisées dans l'art de l'implantation. Depuis quelques années, ces maisons sont fermées. Mais la plantation du poireau n'a nullement souffert de cet état de choses. Elle se propage d'une manière artisanale et familiale. Il y a différentes façons de planter le poireau. Il est bon de le planter lorsque sa longueur atteint 15 cm. Il faut choisir adulte, bien ferme et barbu à souhait. L'enfoncer par la tête, de préférence dans les terrains vierges de toute culture, bien ombragés et humides. Le poireau s'accommode très bien du voisinage de l'oignon, qui dans certains cas favorise son développement. Dans sa jeunesse, le poireau se plante souvent derrière l'église. Par contre, le voisinage de la mer lui est néfaste, les maladies s'attrapant au bordel. Il est recommandé, avant de le planter, de le faire fumer. Il est signalé que certains engrais, comme les bromures, sont contraires à son développement. On constate souvent un durcissement subit du poireau, particulièrement lorsqu'il est légèrement effleuré ou trop longtemps manipulé. Il perd alors de son jus et s'amollit. Il suffit dans ce cas de le laisser en attente pendant un certain temps.
C'est ce qu'on appelle faire le poids. Il retrouvera ensuite ses qualités premières. Selon certains, le jus du poireau sert à arroser le persil. Selon d'autres, à arroser le café des pauvres. Mais ceci est une affaire de goût personnel. L'abus du poireau donne aux ménagères une tendance à l'embonpoint. Pour éviter cet inconvénient, notamment dans le cas du poireau à la crème, nous vous recommandons de le préparer suivant la méthode dite anglaise. Certaines personnes prétendent qu'il existe 32 manières de le préparer. À Paris, anciennement les Halles, il était très courant d'entendre proposer la botte. Nous vous mettons en garde contre de tels procédés. La marchandise s'avérant souvent défraîchie, il est préférable de mettre la main au panier pour se rendre compte de la qualité. Bien traité et accommodé, le poireau est prêt à servir à n'importe quel moment. Il vous donnera de beaux enfants, surtout si vous en faites un usage judicieux. À toi mon frère, que je aimais comme un père, compagnon d'armes, mort sur la route du devoir, te voilà maintenant rendu au pays des disparus, mort pour l'honneur des trois couleurs. Toi, qui l'auras trop bien aimé, et parfois même abusé, te voilà donc dans la bière. Dors, soldat Morales, dors dedans ta caisse. Car, par-delà de ta mort et de ces vers qui te picorent, dans mon esprit tu brilles encore. Enfant de Marie tout en guenille, de la nation tu fus le pupille. Bébé martyr et violé, tu deviens vite alcoolisé. Tu étais simple dans ta tête, tu étais simple dans tes gestes. La société t'a rejeté, mais c'est l'armée qui t'a aimé. Sur des paroles de par moi-même et une musique de l'adjudant-chef Jean-Pierre, 317e bataillon 42e Rima. Chanson pour Morales, compagnon de combat. Dans la campagne de France, j'avais un compagnon que j'aimais. Il était mon ami, mon frère, comme une sœur dans mon corps. Je l'aimais. Mort dans la rizière Lagadou, déchiqueté, pulvérisé, sur cette mine tu as sauté, tête brûlée. Oh, t'es Morales, Morales, disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Je t'ai pleuré mon camarade, versé des larmes, loin des dames, et rien ne te remplaceront. Ni la bière, ni ma mère, ni mon arme, ni les dames. La femme est l'avenir des hommes, comme dit Tarragon, roi des cons. Morales, Morales, disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui as pris le pari de partir en confetti. Et je te jure sur ta tombe qu'un jour un monde où la pureté triompheront. Car l'ennemi règne ici-bas. Méchanceté et brutalité et les dealers et les chômeurs, les communistes, les canalistes, tous des pédés dégénérés. Autant pour moi. Morales, Morales, disparu autant d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais battre des records, à 20 ans déjà t'es mort.
Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, madame. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, sur les femmes, l'intérêt dans l'islam, le nucléaire? Non, sur ma belle-sœur. Sans problème, madame. Voilà, je la trouve formidable. Ah, Mais vraiment formidable. Elle est grande, blonde, drôle. Elle parle le kurde, l'afghan, le coréen. C'est une as du canoë-kayak. Bref, elle m'épate et ça m'étouffe. vous me parlez bien de votre belle-sœur Henriette? Celle qui se teint. Quoi? Henriette se teint? Oui. Vous remarquez, c'est normal, hein. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Parce qu'Henriette a fait de la prison. 12 ans! Trafic de drogue, blanchiment d'argent, coups et blessures sur un vieillard et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. C'est pas possible. Votre mari ne vous en a jamais parlé? Quoi? Parce que Georges est au courant? Je suppose. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh la salope! Je dirais plutôt l'ordure. Oui, mais ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Ce n'est pas elle qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Oh l'enflure! Eh Oh le oui. truie! Eh oui. Merci de m'avoir ouvert les yeux si vite sur ma belle-sœur. C'est mon métier, madame. Vous êtes formidable. Mais non, madame, mais non. Si, vous êtes formidable. Vous êtes grande, blonde, élancée. Je vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des femmes comme vous, je me sens peu de choses et ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me bitire tous les jours pendant le turbin. Non, j'ai dit do. Non, vous dites do, mais vous me faites un ré. Je vous fais un ré, moi. Mais oui, vous me faites un ré, voyons. Oh, bah, je sais pas comment vous arrivez à faire une différence. Allons, une différence. Il y a qu'à regarder. Où se trouvent les deux petites notes noires? 1, 2, 3, c'est pas celle-là. Là. Eh bien, je vous ai dit 100 fois que le do, c'est juste devant les deux petites notes noires. Ah oui. Ah. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le moi, ce do. Et c'est que... Ah quoi, et... C'est qu'il y en a plusieurs, des notes comme vous dites, juste devant deux petites notes noires. Bien, prenez n'importe laquelle, celle qui est devant votre nombril. Ah bon, parce que c'est toutes des do? Toutes ces notes-là? Oui. Eh ben dis donc, ça vous en fait des do sur votre piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do, rien que ça. Et puis celui-là haut en plus. Mais on peut pas vraiment dire que ce soit un do, puisqu'il n'est pas juste devant des petites notes noires, puisque là c'est la fin du piano, et après c'est du bois. Oui, ben c'est un do quand même. Et bah comme ça vous en fait 8. 8 do, c'est un piano de luxe, hein, votre piano. C'est un playel. Bon, écoutez, mademoiselle, nous sommes là pour travailler, pas pour faire de la théorie. Sur tous les pianos, il y en a 8 des do, si vous voulez savoir, mademoiselle. Maintenant, voulez-vous avoir l'obligeance de m'en jouer un? Alors, je vais vous jouer. Voyons. Celui-là, pas d'objection? Oui, ben jouez-le, après je vous dirai ce que j'en pense. Alors... C'est drôle, hein, c'est des trucs, on se dit, c'est pas difficile, je m'en souviendrai. Comme je viens de vous dire où il était, ce do. Je le vois bien, ce do, il est là. Mais pour ce qui est de le jouer, je suis désolée, monsieur le professeur, je sais plus du tout comment faire. Mais voyons, mademoiselle, vous n'êtes pas vraiment douée. Comment on fait? On appuie dessus, tout simplement. Être obligé de vous rappeler cette notion élémentaire alors que nous en sommes à notre 15e leçon. Mais voyons, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Ah non, mais là, vous me prenez réellement pour une imbécile, hein. Appuyez dessus. Je sais pas bien qu'il faut appuyer
qu'il faut appuyer dessus à ce dos. D'ailleurs, c'est pas qu'à lui qu'il faut appuyer dessus. Toutes les touches, c'est pareil. Tenez, regardez, histoire de rire, comment je vais vous appuyer une bonne douzaine de notes d'un seul coup, tiens. Rien qu'avec mes fesses. Voulez-vous m'annoncer mon piano? Rasseyez-vous sur la banquette et tout de suite. Eh, je vous prie de ne pas me manquer de respect. Je pourrais être votre petite sœur, je vous rappelle. N'oublie pas, mademoiselle, mais mon piano est mon instrument de travail, je n'ai que lui dans la vie et... N'oubliez pas non plus que je vous paye. Sans doute, mademoiselle, mais dans votre intérêt même, je tiens à ce que les leçons que je vous donne restent... Je plaisantais, monsieur. Je voulais simplement vous montrer que toutes ces touches, je sais bien qu'elles sont faites pour qu'on appuie dessus. Oui, ben, ça dépend avec quoi. Justement, nous y voilà. Ce dos que voici devant nous. Vous allez encore me dire que je ne suis pas douée. Je sais fort bien qu'il faut que j'appuie dessus, mais je ne sais plus du tout avec quoi. Ordinairement, on appuie sur les touches d'un piano avec ses doigts. Mais ce dos-là, précisément, monsieur le professeur, avec les doigts de quelle main faut-il que j'appuie dessus? Mais avec les doigts d'une main, mademoiselle, une main prise au hasard. Alors on appuie sur n'importe quel dos, avec les doigts de n'importe quelle main. Oui, ça dépend de ce qu'on va faire par la suite de ce dos, mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Bon, disons n'importe quelle main. Celle-ci, par exemple. Pour éviter toute confusion, je vais mettre l'autre dans ma poche. Voyons. Do, mademoiselle, j'ai dit do. Mais avec quel doigt? Parce qu'il faut encore choisir. Avec n'importe quel doigt. Ah non, mais je m'en doutais, hein. Ce sont de drôles de leçons que les vôtres. Qu'est-ce que vous m'avez appris aujourd'hui? Que je pouvais jouer n'importe quel do, en utilisant n'importe quel doigt, de n'importe quelle main. Dites tout de suite que vous me laissez me débrouiller. Tenez, le voilà votre do. Non! Vous me faites en rêve! Vous pouviez pas savoir, vous regardiez pas! Mais enfin, mademoiselle, pourquoi est-ce que vous voulez apprendre à jouer du piano? Ah non, mais c'est pas moi qui veux, monsieur le professeur, je vous jure, c'est papa et maman. Bonsoir. Je vais aller droit au but. Je trouve scandaleux, il n'y a pas d'autre mot scandaleux, qu'une chaîne de télévision française, diffusée sur l'intégralité du territoire national, autorise un type comme moi à s'exprimer ce soir. C'est une honte. Tout le monde sait que j'ai tourné pendant 10 ans les fonds collectés par l'association Pologne-Bangladesh. Ce n'est un mystère pour personne. Je suis très impliqué dans les histoires des fausses factures de Nice. Et ce n'est pas fini. Vous savez pourquoi je suis ici ce soir? Car j'ai acheté le PDG de la chaîne de télévision avec un chèque de 50 millions de francs. Donc voici la copie. Monstrueux, non? Français et Françaises. Un pays qui autorise un type comme moi à s'exprimer ce soir est un pays malade. C'est pour ça qu'il faut le soigner radicalement. C'est-à-dire le gouverner autrement. C'est pourquoi je m'engage solennellement, si vous m'élisez ce soir, à ne plus jamais apparaître à la télévision française. Plus jamais. Je suis français, monsieur. Ben moi aussi, monsieur, je suis français. Il y a sûrement pas longtemps. Plus longtemps que vous, monsieur. Moi, monsieur? Avec la tête que vous avez, y a pas à chercher bien loin d'où vous venez. Et ça, monsieur, ça, qu'est-ce que c'est? Ça vous dit quelque chose? Oh là là, regardez-le qui bombe le ventre. Comme si c'était une preuve. Vous n'avez pas le droit, monsieur, d'insulter la nation française dans ce cas-là de plus sacré. Vous qui ne savez même pas ce que c'est, pauvre métèque. Mais c'est une boutonnière. Mais si, je sais ce que c'est une boutonnière. Avec des petits rubans, oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça prouve? Que je suis français, monsieur, et que j'ai le droit de causer ici, et que vous taisez-vous. Mais... À quoi, mais moi aussi, monsieur, j'ai une boutonnière. Tenez, vous allez voir si j'en ai pas une de boutonnière. Et laquelle boutonnière des deux sera la plus forte? Elles sont jolies, vos décorations, vous pouvez en parler. Par exemple, ce sont les mêmes que les vôtres. Les mêmes? Vous avez le toupet de prétendre que ce sont les mêmes. Mais comparons, monsieur, comparons. Mais quand vous voudrez. Aucune différence, hein? Monsieur, je ne vois aucune différence. Personnellement, sans doute suis-je un imbécile, mais je ne vois aucune différence entre vos décorations et les miennes. Vous devriez avoir honte, monsieur, de porter des rubans aussi sales. Ce n'est plus de la saleté, c'est de la crasse. De la crasse?
Oui, vous faites honte à la nation tout entière, on devrait les fusiller, monsieur. Les individus qui osent décorer des gens aussi sales. On ne décore pas des gens qui ne sont pas capables de devenir des gens décorés. La Légion d'honneur, monsieur! Votre Légion d'honneur, monsieur, n'a pas la blancheur qu'il faut. Regardez la mienne, et vous verrez ce que c'est qu'une rosette rouge vraiment blanche. En effet, monsieur, pour obtenir une rosette aussi somptueuse, vous avez dû mettre le prix. Et dans quel bout avez-vous ramassé la vôtre? J'étais à Dunkerque, monsieur. Et alors? Et alors? Eh bien, je connais qu'il n'était pas à Dunkerque, monsieur. À Dunkerque. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est un fait historique. Et qui n'y était pas à Dunkerque, s'il vous plaît? Les Anglais, monsieur. Monsieur, je vous prie de ne pas m'insulter. Je n'insulte personne, monsieur. Je me borne à rappeler un fait. Et qui se sent morveux se bouche. Je vous prie de ne pas me traiter d'anglais, monsieur. Je ne suis pas plus anglais que vous. Je vous prie de ne pas m'insulter, monsieur. C'est vous qui me traitez d'anglais. Monsieur, vous n'êtes pas un anglais. Vous êtes une andouille. Monsieur, on vous a vu. N'essayez pas de détourner l'attention. Madame vous a vu. Monsieur vous a vu. Tout le monde vous a vu. Mais personne n'a rien vu du tout. La salle était plongée dans l'obscurité. C'est justement ce qu'on vous reproche, monsieur. De profiter qu'on est dans le noir pour laisser libre cours à votre sale saleté. Monsieur, voulez-vous avoir l'audace de répéter devant ces jeunes filles ce que vous venez d'insinuer? Monsieur, voulez-vous me servir de témoin? Ces étrangers, si on les laissait faire, c'est bien simple. On ne pourrait même plus aller au cinéma. Monsieur, je m'appelle Duconnet, François Duconnet. Mon père et ma mère sont nés dans le 15e arrondissement. Et nous sommes français de père en fils depuis la prise de la Bastille, monsieur. Et je vous somme de vous expliquer. Français, hein? Français. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. La lâcheté, la veulerie, la lubricité. Rien qu'à voir votre petite tête de rond de cuir. Le bon français moyen, hein? Vous puez le vin à 10 mètres. Le français, avant d'aller au cinéma, il faut qu'il boive. Monsieur, vous savez ce qu'il vous dit, le français, monsieur? Dites-le pour voir, je suis sûr que j'ai deviné, rien qu'à voir votre petite figure de guape. Monsieur, le français, il vous dit vive la France. Oui, monsieur, je suis un rond de cuir. Moi aussi. Et j'en ai pas honte, monsieur. Et moi non plus. Tiens, d'ailleurs, voilà la police. Ah, mais c'est pas normal. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Ce musée est vraiment intéressant, non, sur le cul? D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on se virevolte, on te voit sulky. Et toi, sur le cul, on te voit, mais alors, formidablement. C'est l'avantage de ce musée, on se voit dans des très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus, la télévision? Aucun. Juste une bouche. Juste une bouche, la télévision? Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre? Tout sur la vitre. Et la merde aussi? Forcément. Puisqu'elle n'a pas d'anus. Forcément. Sur le cul? Oui, Sulky. Pourquoi on parle de la télévision, à ton avis? Parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art, Sulky. Ça c'est sûr, et pas de la daube. La preuve, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de société. Non. Il paraît que ça revient. Mais... C'est ce qu'ils veulent dire. Tu veux dire qu'on a signifié quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Mais si on a un sens, est-ce qu'on sert encore de l'art? J'ai bien peur que non, Sulky. Ou alors de l'art populaire? Tu imagines? Oh, j'ai honte qu'on ait parlé de la télévision sur le cul. Moi aussi. On se rattrape. Tout de suite, tu me fais une sculpture sur le cul. Et toi, une peinture?